Bonjour, moi c'est Sandrine. Et moi c'est Lia. Et on est deux étudiantes de HEC Montréal. Dans ce troisième épisode, nous recevons Martine Roy, la directrice régionale LGBTQ+, développement des affaires pour le Québec et l'Est du Canada à la Banque TD. Avant d'atteindre ce poste, Madame Roy a joint les forces canadiennes à l'âge de 19 ans pour devenir assistante médicale. Elle a cependant été victime de la purge LGBT qui a eu lieu de 1950 à 1990. Durant cette période, des militaires et des fonctionnaires du gouvernement canadien ont été interrogés et congédiés en raison de leur orientation sexuelle, et cela sous couvert de sécurité nationale. Suite à ces événements, Madame Roy a initié en 2016 un recours collectif contre le gouvernement fédéral et elle a été l'instigatrice du mouvement Nous demandons des excuses. 11 mois plus tard, le collectif a eu gain de cause et ils ont eu une compensation de 145 millions de dollars. Elle siège aujourd'hui au conseil d'administration du fonds Purge LGBT qui gère cet argent. Après avoir fait son deuil de l'armée canadienne, Martine Roy a été engagée chez IBM, où elle a notamment occupé les postes de coordonnatrice en résolution de situations critiques et de directrice des comptes. Au sein d'IBM, elle a mis sur pied des groupes ressources afin de soutenir les employés LGBT. Elle a sensibilisé le personnel et la direction aux réalités de la communauté et finalement, elle a fait la promotion d'un milieu de travail inclusif. C'est après 20 ans de travail chez IBM qu'elle a fait le saut chez TD. Outre ses implications professionnelles, Madame Roy a siégé pendant 10 ans au conseil d'administration de Fierté au Travail Canada qu'elle a cofondé avec 7 autres personnes. Puis, elle a également été présidente de la Fondation Émergence, une OBNL qui œuvre à la lutte contre l'homophobie. Sur ce, on vous laisse sur notre discussion avec Martine Roy et on espère qu'elle vous inspirera autant qu'elle nous a inspirés. Merci et bonne écoute! Merci beaucoup d'avoir accepté de faire cet entretien avec nous. Nous, on a fait une petite introduction pour dire un peu qu'est-ce qui s'était passé dans l'armée puis expliquer un peu la purge. Au début, vous vouliez être assistante médicale. Comment vous avez pu réorienter votre carrière pour travailler plus dans le domaine corporatif? Parce que qu'est-ce qui arrive quand tu vas dans l'armée puis t'es jeune, tu te dépasses. Puis quand tu te dépasses, tu as un taux d'estime assez élevé. Alors, vu que j'avais bien réussi, je me sentais vraiment top. Alors, quand ils m'ont congédié, c'est comme si tu partais de plus haut pour tomber en bas. Donc, après, je suis arrivée à Montréal, puis mon premier job, c'était dans un café, parce que c'était la première chose que j'ai trouvée. Puis finalement, j'ai trouvé assistante à la pharmacie, comme assistante médicale. J'ai travaillé au centre médical d'Ottawa. Puis j'ai travaillé à la pharmacie, qui est la plus grosse pharmacie de l'armée. C'était très difficile de me réorienter. J'avais beaucoup de misère à me retrouver. Finalement, c'est ça. Alors, j'ai un peu pris une débarque. Et en 6 mois, là, je me suis retrouvée à faire de la drogue avec le mauvais monde et tout ça. Et mes parents, qui étaient très bons, ils ont réussi à venir me chercher, comme me réveiller. Et je suis allée en thérapie. J'ai fait une thérapie à Portage pendant 1 an et demi. Puis ça, je n'étais pas obligée. J'avais pas de casier judiciaire, j'avais pas d'enfant, rien. Donc, j'ai fait une bonne thérapie où j'ai travaillé à, justement, qu'est-ce qui m'est arrivé, mon taux d'estime de moi. Moi, tu vois, toute l'histoire de l'orientation sexuelle qui est venue endommager ma carrière. Ça, moi, je m'en voulais, là. C'est comme si j'avais une faiblesse, comme si j'étais pas forte, puis j'avais tu sais, c'était comme... tous les gens qui ont vécu ça, ils ont vécu dans la honte après, là. On n'était pas à se promener dans les fiertés. Et finalement, quand je suis sortie de là, j'ai recommencé à travailler... Et j'ai été engagée à Poste Canada comme facteur. Puis là, dans ce temps-là, il n'y avait pas de femme facteur. Tu sais, on aurait dit que je me retrouvais tout le temps dans ces situations-là. Et là, Portage est revenu à moi. Puis ils m'ont demandé d'aller travailler pour eux. Là, ça a fait « wow ». Tu sais, ça me tenterait. Puis en plus, c'était pour les ados. Il y avait un programme qui avait été parti à Elora, qui était sous les services correctionnels. Puis c'était juste des garçons de 14 à 18 ans. Et moi, j'arrivais, puis j'incorporais les filles. Alors, c'était rock'n'roll parce qu'ils vivaient là. Et finalement, ils m'ont offert un poste comme assistante directrice à Portage. Puis là, moi, je voulais revenir à Montréal. Et encore une fois, des problèmes par rapport à l'homosexualité. Le directeur du centre au Lac-Éco ne me voulait pas parce que j'étais homosexuelle. Là, j'ai travaillé pour Portage en transition. Finalement, le directeur il est parti. J'ai travaillé au Lac-Éco. J'ai ouvert un programme d'adolescents au Lac-Éco comme assistante directrice. Et après, j'ai ouvert le programme Mère-Enfant, qui est un programme maintenant qui est à Montréal, où tu peux amener tes enfants en thérapie avec toi. Ça a comme été une orientation un peu bizarre, mais ça restait quand même dans l'aide.
Il faut que tu sentes que faut que tu aies le goût, faut que tu aies une drive dans la vie. Tu sais, que ça Ouais. soit n'importe quoi, faut que tu aies un peu une drive. Alors, Mais c'est ça, vous étiez toujours dans une relation d'aide, puis vous avez comme un peu ça inné chez vous de comme. j'ai apporter toujours à aimé votre ça, aider. prochain. Oui. Depuis que j'étais tout petite. Alors, c'est pour ça, assistante médicale, ça avait été un choix dans l'armée. Tu sais, c'était vraiment... Et à travailler pour Portage, c'était vraiment génial. Mais tu peux pas faire ça pour toujours. Ouais. Cliniquement, c'est trop dur. Ça marche pas toujours. Les gens retombent. Il y en a qui meurent. Tu sais, t'as beaucoup de... Ça fait mal, c'est dérangeant. Alors, finalement, j'ai été engagée au musée Juste pour rire. J'ai laissé Portage en 1994. Et j'étais engagée comme assistante à la direction du musée Juste pour rire. Mais le musée allait pas bien à ce moment-là. J'ai aidé à sortir le musée de la loi de la faillite en échangeant avec les créanciers contre des billets de Juste pour rire la dette. On s'est rendu jusqu'à 76 %. On a réussi à sortir le musée de la Wow. faillite. Et moi, j'avais réussi à réouvrir avec des programmes du bien-être, pas du bien-être, de l'assurance chômage. J'avais réussi à réengager mon équipe, à repartir la machine et tout ça. Alors, j'ai travaillé là un peu. J'ai travaillé aussi au Festival Juste pour rire, assistante à la production. Tu sais, alors, tu sais, toutes des déclinaisons de leadership, mais jamais en trouvant ma place, parce que c'était hors de question que j'applique dans une corporation. Parce que pour moi, l'armée, c'était une corporation. Donc, j'essayais de travailler dans l'aide, mais dans des choses plus libérales, plus... Tu sais, qui aurait plus en relation d'aide, que ça dérange moins ton orientation sexuelle. Puis tu vois, malgré ça, à Portage, ça avait dérangé quand même. Fait que vous associez, dans le fond, des milieux corporatifs à comme votre exclusion. Totalement. C'est le gouvernement là, qui m'avait exclu. C'est le gouvernement qui m'avait dit, après avoir travaillé si fort, puis avoir gagné tous mes diplômes, que j'étais pas bonne, là. C'est eux qui m'ont discriminée. Est-ce que je vais aller me remettre dans ce lot-là? Non. Même si c'est là que j'aimerais aller travailler. Et c'est pour ça que ça a pris du temps. Et finalement, fil en aiguille, en tout cas, je me suis retrouvée au Nouveau-Brunswick pour aller aider un ami qui a parti un programme Portage là. Et de fil en aiguille, en restant là-bas, IBM m'a approché. OK. Puis là, quand IBM m'a approché en 1999, je dis non. Puis finalement, ils sont revenus 6 mois plus tard, puis ils m'ont relancé. Puis là, ils m'ont dit pourquoi. Ils m'ont demandé pourquoi. Puis là, je leur ai expliqué parce que je ne veux pas être discriminée. Puis ils m'ont dit, ben non, tu ne seras pas parce que chez IBM, depuis 1953, T.J. Watson avait fait un policy letter qu'on appelle, une lettre de où il disait que non matter que tu viens de ton genre, ton statut social ou de si tu es une minorité visible ou quoi que ce soit, c'est pas important, c'est tes compétences qui sont importantes pour IBM. Alors, ça m'avait convaincue. J'avais décidé de donner une chance, même si j'étais dans un endroit très difficile. Saint-Jean-Nouveau-Brunswick, très, très blanc, anglais, pas très ouvert. Alors, ça clashait. T'as la corporation qui a sa vision, qui est basée de New York, puis qui a 495 000 employés à travers le monde. Puis là, toi, tu te retrouves dans la petite région de Saint-Jean-du-Nouveau-Brunswick, où c'est très religieux. Alors, il y avait, tu sais, même si la corporation te protège, j'avais quand même mon patron qui avait de la misère à me regarder, tout ça, mais j'avais décidé que je la voulais, la job. Ils m'ont dit si j'étais bonne, qu'ils étaient pour me garder. Alors, je me suis battue. Puis j'ai travaillé là pendant 1 an et demi, puis là, j'ai été engagée permanente. Après ça, j'ai commencé à faire les opérations, parce que tout ça, tout ce qui est IBM était géré à partir de là. Puis moi, je voulais pas rester dans le Nouveau-Brunswick. Je voulais revenir à Montréal, mais avec IBM. Puis rentrer chez IBM à Montréal, pas évident. Tu sais, la compétition est forte, il y a du monde, tout ça. Alors, j'avais comme... Mon idée, c'était de me faire engager à Montréal. Pour ça, bien, il fallait que je sois attirante. Il fallait que je sois quelque chose de spécial. Là, j'avais découvert que dans ce temps-là, le logiciel, personne n'aimait ça. Personne ne comprenait c'était quoi. Tu sais, moi, j'avais vraiment compris, tu sais, matériel, c'est vraiment le corps humain. Puis le logiciel, c'est le cerveau. Alors, tu sais, c'est vraiment... Puis c'est des applications. Alors, puis tu as le système d'opération, puis tout ça. Alors, les gens avaient beaucoup, beaucoup de misère à comprendre ça. Puis j'ai réussi, donc, avec la question du logiciel, à être attirante pour les gens du Québec. Parce que là, tu as un centre de gestion au Québec de tous les contrats. Donc, moi, j'ai été engagée à faire de la gestion de contrats.
vu que je connaissais bien le support. So, j'ai réussi à être transférée en 2005 à Montréal. Et là, j'ai commencé à travailler à la Cité du commerce électronique en coordonnatrice en gestion de contrat. Finalement, j'ai été promue en chef d'équipe de gestion de contrat. Et finalement, ensuite, je suis allée en gestion de crise pour tout le Canada. C'est à quel moment que vous avez réussi à comme concilier justement votre militantisme puis comme commencer à implanter des mesures pour que le lieu de travail soit plus inclusif? Justement, quand j'étais au Nouveau-Brunswick, alors là, comme je vous dis, je trouvais pas ça super inclusif quand on me l'avait vendu. Alors finalement, j'ai découvert qu'il y avait un regroupement LGBT qui avait été formé en 1995 à Toronto. Alors là, moi, je suis en 2000, c'est 5 ans plus tard. J'ai réussi à faire descendre des jeunes de Toronto qui viennent pour faire, on appelle ça, une session de découverte sur justement le regroupement LGBT, l'inclusion, tout ça, mais pour les directeurs. Alors là, il avait réussi à mettre tous les directeurs autour de la table avec moi puis d'autres. Puis là, c'est justement ici chez IBM, comment ça se passe. Puis pour les sensibiliser. Exact. Puis qu'il y a un regroupement d'employés qu'on appelait ERG à ce moment-là et qu'on va en faire un au Nouveau-Brunswick. Alors moi, j'ai parti le regroupement d'employés au Nouveau-Brunswick. J'ai été à la première fierté de Saint-Jean avec le logo d'IBM puis tout ça. Et j'ai fait ça pendant les 4 années que j'ai été là. Et finalement, en 2005, je suis revenue à Montréal. Puis là, j'arrive à Montréal, il n'y a rien. Ah oui, c'est étonnant. Puis là, c'est 10 ans après Toronto. Alors, il y avait un regroupement de femmes. Au c'est sein tout. de l'entreprise. Alors, moi, j'ai parti le regroupement LGBT à Montréal. Mais le regroupement s'appelait Blue Q. Ça veut dire Blue pour bleu, pour IBM, puis Q pour queer. Tu peux pas traduire ça. Tu sais, j'essayais, là, la Q bleue, le Q bleu, ça se traduit pas. Ouais. Donc, moi, j'ai appelé ça, puis grâce à ma mère, qui était très dure avec moi par rapport à l'homosexualité, puis tout ça, puis là, elle a trouvé le mot nuance. Puis moi, j'aimais ça. Parce que nuance, c'est anglais, c'est français. Puis ça représente, moi, j'aime pas tellement. Tu sais, moi, je suis une militante qui s'est battue pour que tu me laisses tranquille par rapport à où je m'en vais, que c'est mon orientation sexuelle, c'est mon identité de genre, ça t'appartient pas. Mais je veux pas retourner dans une case. Alors, j'ai beaucoup de misère à retourner dans la case de lesbienne ou de gay ou de bisexuel. Moi, j'aime être Martine. Ouais. Et je trouve que nuance, ça représente ça. Parce qu'il n'y a pas une lesbienne, il n'y a pas une hétéro, il n'y a personne qui est pareil. On a toutes des nuances dépendant de où on vient, notre culture, notre religion, nos parents et tout ça. Puis ça s'appelle encore comme ça ici au Québec, chez IBM. Alors c'est comme ça que j'ai commencé. Puis là, IBM était content parce que je représentais bien. Puis là, quand ils ont décidé en 2007 de me remercier, ils m'ont envoyé dans une conférence qui s'appelle Out and Equal. Et c'est un regroupement qui s'est formé de plein de compagnies aux États-Unis. Puis là, ils font un sommet. À ce moment, il y avait comme 2500 personnes qui y allaient. Quand même. C'était à Austin, au Texas. Moi, j'étais là, à Étonnant. Austin, au Texas. Vous voulez que j'aille là, je vais me faire lyncher, tu sais. Finalement, non, ça a été une super conférence. Puis c'était vraiment, vraiment génial. Puis IBM était le commanditaire principal. Alors, moi, je suis allée là-bas, je me suis nourrie de plein d'informations. Je suis revenue à Montréal complètement, tu sais, étonnée et tout. Et ça vous a aidé, dans le fond, à bâtir davantage nuance. Exact. Et c'est là qu'on a découvert la Fondation Émergence. Puis la Fondation Émergence, on dit, gars, on va faire des campagnes de sensibilisation, on va faire des affiches, un topo, puis on va faire ça pour le 17 mai, parce que c'est la journée que c'était ça a sorti du livre comme quoi c'était une maladie psychiatrique. IDAO, ça a été fondé à Montréal. C'est la Fondation Émergence qui a créé ça, la Journée internationale contre l'homophobie et la transphobie. C'est pas la France, c'est pas les États-Unis, mais tout le monde l'a adopté. Tout le monde l'a mis en place. Tout le monde y croit. Et la Fondation, elle a fait des campagnes à chaque année. Alors moi, c'est parfait. Tu veux sensibiliser pas la communauté, tu veux sensibiliser à l'extérieur, les écoles, les hôpitaux. Et en me joignant à la Fondation, ça me permettait de donner de l'argent puis d'avoir le logo d'IBM sur les affiches. Puis en ayant le logo d'IBM, j'étais capable de les afficher partout au travers du Canada, dans toutes les salles de com'. C'était un bon partenariat. Finalement, je me suis joint au conseil d'administration et c'est là que j'ai été nommée présidente. Puis j'ai été présidente pendant 3 ans.
De la fondation. De la Fondation Émergence, oui. Puis là, quand vous étiez chez IBM, vous faisiez votre travail dit traditionnel, mais En plus, vous étiez impliqué pour, dans la la... fondation. Exactement. dans la Alors, c'est du fondation. bénévolat. Du C'était bénévolat, comme toujours. 300 heures par année que je donnais, mais mon employeur me permettait de le faire. Tu sais, je ne faisais pas en secret. Premièrement, à chaque fois que j'avais un nouveau patron, un nouveau gestionnaire, je lui en parlais. Puis, c'était une valeur ajoutée. Et éventuellement, même IBM a mis tout ce bénévolat dans l'évaluation de l'employé. Comme quoi, on veut que tu fasses du bénévolat. En plus, tu rentrais tes heures dans une base de données, puis tu peux aller chercher jusqu'à 2000 $ à donner à un organisme de ton choix. Alors moi, ça n'avait pas rentré dans l'oreille d'une sourde. C'est Je sûr. rentrais mes heures, puis là, je me retrouvais avec un chèque que j'étais capable de donner à Fondation Émergence. Fondation super. Émergence, je me retrouvais avec le logo, puis j'étais capable d'afficher. Tu sais, c'était comme... C'était fluide, c'était parfait, c'était organique. Puis Oui, ils je ont peux- donné les ressources, puis vous avez jumelé justement, comme votre bénévolat, mais aussi pour l'intégrer à l'entreprise. Exact. Ouais. Puis Puis moi, ils je le acceptaient faisais vos- vraiment, là, parce que je me suis dit, Martine, t'es pas tout seul out there qui a peur d'aller travailler pour une corporation. T'es pas tout seul à avoir été discriminé, ou soit par sa famille ou quelque chose de même. Il faut que tu puisses le dire que IBM est inclusif. Parce que le travail, c'est 75 % de ton temps. Tu veux être rien quelque part de le fun, de Exact, brancher et tout. c'est Puis IBM, on va s'entendre, c'est vraiment génial. Et là, c'est là aussi que j'ai rencontré d'autres mondes en 2008, en allant encore au Hot and Equal. Et j'ai rencontré, c'était un gars de KPMG avec quelqu'un de la Banque Royale. On était 8 et on a fondé Fierté au Travail Canada pour justement, aider les autres compagnies à être au rendez-vous, à former des regroupements d'employés dans leur entreprise. Puis après ça, qu'ils se mettent membres, puis que là, on peut se dire, bon, Banque nationale aujourd'hui, parce que Banque nationale, au début, elle n'avait pas de regroupement d'employés. Puis elle se disait inclusive, puis elle donnait de l'argent en fondation. Puis elle Mais me disait, ben concrètement, non, on dans n'a son pas milieu besoin. de travail, il n'y avait rien. Il y avait pour rien. ses employés. Tu sais, alors, tu peux pas, puis la personne qui est en haut lieu, qui est un VP, me disait, moi, j'en ai pas de problème. Oui, mais à ton niveau, là, ça serait vraiment bizarre que tu en aies. Mais la madame à Rimouski ou le monsieur à Rivière-du-Loup, je suis pas sûre qu'il est à la même place que toi. Et comme de fait, ils ont formé un regroupement d'employés. Alors, depuis, ils ont fondé ça, je pense, depuis 2010 environ. Après ça, j'ai travaillé avec Desjardins. Desjardins n'avaient rien non plus. Alors, au début, ça a commencé avec 5 caisses qui sont mis ensemble, puis ils ont tous mis 1000$, puis sont mis membres, tu sais. Puis moi, j'ai fait une grosse campagne en 2015 avec les couples imaginaires. Puis il y en avait des photos, là, c'était des grosses photos, justement. C'était une simulation. Alors, tu te retrouvais avec Kim Thuy, qui était avec, je pense, Véronique Cloutier, puis qui faisait comme si c'était des lesbiennes. C'est des couples imaginaires, tu sais. Et à ce moment-là, je travaillais très près avec un directeur de caisse de chez Desjardins. Puis là, je l'ai approché. Je dis, ça vous tenterait-tu un truc de même? Mais finalement, ils ont embarqué à 200 000 $. Là. Et selon vous, est-ce que vous pensez que justement des entreprises comme ça, plus traditionnelles, ça aide mieux à instaurer des pratiques plus inclusives? Parce qu'ils ont beaucoup de ressources, ou au contraire, c'est plus difficile, ça demande plus de négociations? Bien, moi, je trouve que, ça fait le travail des ressources humaines. Ça a l'air anodin, là, mais puis ça fait même, c'est d'avoir même des ambassadeurs de la compagnie. Parce que là, Ok, ouais. ces gens-là vont aller dans des galas. Ou, tu sais, il va y avoir des choses qui vont se passer. Alors, à chaque fois, la personne, elle représente la corporation. Soit à chaque fois, moi, je m'en vais à quelque part puis que je parle, mais je représente TD. Moi, je trouve que c'est un plus pour une compagnie d'avoir ça. Autant de faire un regroupement pour les minorités visibles, pour les LGBT, pour les femmes. On s'était penché là-dessus. On trouvait que ça avait une connotation un peu sociale, le groupe, tu sais. Comme un peu genre cercle des fermières. Là, tu sais. Et on a changé ça pour regroupement d'affaires. OK? Alors maintenant, chez IBM, ça s'appelle BRG, Business Resource Group. Pour donner que ça fait partie des affaires, ça fait partie du DNA de l'entreprise. Tu es une cliente, par exemple. Et tu dois signer quand même un bon contrat. Tu es rendu chez Hydro-Québec, tu as quand même un poste de VP et tout. Puis toi, pour toi, tu es lesbienne, c'est important que tes fournisseurs embrassent les mêmes valeurs que toi. Effectivement, oui. Tu sais, alors ça a ce côté d'influence-là.
La même chose pour l'employé. Tu es une employée, tu es lesbienne ou tu es bisexuelle ou tu es transgenre, puis là, tu vas aller travailler à telle place. Mais si tu sais qu'ils sont inclusifs, si tu sais que ton ami, ça fait 10 ans qu'elle est là parce que le taux de rétention est vraiment bon parce que les gens sont heureux, tu vas avoir le goût d'aller là. Alors, c'est tout un win-win. L'autre affaire, c'est le côté de l'authenticité des gens. Quand, là, tu n'as pas à te poser de questions, bien, tu es concentré. Hein? Quand vous savez, vous étudiez, tout ça, vous êtes concentré sur qu'est-ce que vous... Si, là, il faut que tu te commences à penser, hey, j'y dis-tu avec qui j'étais en fin de semaine? Ouais, J'y c'est dis-tu vrai, pas? ça. Puis même KPMG avait évalué, puis ça, c'était en 2010, qu'une compagnie qui a au-dessus de 500 employés qui sont dans le placard, qui sont pas authentiques, puis être authentique, là, c'est pas juste à l'LGBT, et qui mentent au travers de la semaine, ça accumule au-dessus de 1,5 million en temps perdu pour la corporation par année. Wow, OK, ouais. OK? En plus, l'employé, il n'est pas heureux, il n'a pas envie d'aller travailler, plus d'absentéisme, plus de maladies mentales. Tu sais, ça... Alors, c'est pas juste socialement correct. C'est... En affaires, important. très important. Tu veux tes gens productifs, focusés. Ils vont avoir des promotions, ils vont être heureux, ça va travailler mieux, puis ils vont avoir le goût d'aller travailler. Puis on se demandait aussi, est-ce que vous pensez que vous avez dû comme avoir un espèce de pouvoir de négociation puis de développer ça pour réussir à créer comme des regroupements dans les entreprises où vous étiez? Ben oui, parce que dès qu'on allait chercher une entreprise dans un silo, dans un domaine, les autres, c'est belle. Ah! Là, c'est arrivé. Tu sais, on était chercher l'Université Laval. Ah, l'Université de Montréal est arrivée. Tout le monde veut être au rendez-vous, c'est sûr. Là, la question, c'est est-ce que tout le monde fait ses devoirs? Est-ce que tout le monde le fait bien? Parce que c'est pas juste une question de mettre un drapeau gay ou de dire « Ah, j'ai un regroupement d'employés ». C'est est-ce que tu donnes des pouvoirs à ton regroupement d'employés? Est-ce que tu lui donnes un budget? Est-ce que tu as des exécutifs qui l'appuient? Est-ce que tu commandes des gros événements pour démontrer à tes employés que tu es là? Qu'est-ce que tu investis? Exact. Ça, c'est un peu le principe de washing qu'on voit de plus en plus. Ça a commencé avec le greenwashing, donc les entreprises qui disent qu'ils vont faire beaucoup d'actions pour une certaine cause, mais au final, ça se démontre pas beaucoup dans leur quotidien. Comment les entreprises ils peuvent rester authentiques là-dedans? Mais ça, c'est une très bonne question. Puis c'est bien que tu me la poses parce que, justement, quand les fiertés ont commencé, là, même toutes les années 90 aussi, c'était toujours des bars qui commanditaient ça. Alors là, on se retrouvait tout le temps avec, justement, ils disaient tout le temps, les gens sont tout nus, Oui, mais je m'excuse, c'est un bar de danseurs qui a commandité, puis l'autre, c'est un bar de S&M de cuir, puis c'est les gens qui mettent l'argent, ou des compagnies de bière, tu sais. Et il n'y avait aucune corporation qui était pour mettre son logo là. Tout le monde avait peur. Encore moins une compagnie qui est business, c'est affaires à clients. Tu sais, une compagnie comme IBM était moins pire parce qu'il va pas t'influencer toi, il veut influencer RBC, il va influencer les autres compagnies. Donc, lui, il était plus il était déjà là. Tu sais, il voulait déjà commanditer tout ça, mais pour IBM, d'aller mettre son logo sur une fierté ne lui rapporte pas qu'est-ce qu'il lui rapporterait à une compagnie qui est client-client. OK? Ça, là, en affaires, il faut vraiment se le dire. Et là, TD. En 1998, on a mis les bénéfices pour les couples du même sexe. Il y avait calculé qu'il devrait y avoir à peu près dans la compagnie à peu près 4000, 4500 personnes qui devraient pouvoir bénéficier de ça. Seulement 94 personnes ont appliqué. Ça, c'est quoi exactement les... Ça, c'est les bénéfices que quand tu travailles pour une compagnie, tu as des bénéfices dentaires, les lunettes, les ça. Mais avant, tu ne pouvais pas le donner à ton partenaire du même sexe. Ah, OK, c'est dans ça. Il fallait que chaque compagnie, justement, adhère à ça et accepte que, bon, tu vas pouvoir avoir ton partenaire. C'est important. On est en 94 quand même, tu sais, on évolue. Et là, quand ils ont réalisé que le monde avait peur d'appliquer pour ça, ils se sont dit, ben là, on a un problème à l'intérieur de la maison. Les gens ne pensent pas qu'ils peuvent être inclus ou que c'est inclusif et tout ça. Et c'est là qu'ils ont engagé mon patron, en 2005, qui s'appelle Al Ramsey.
Et lui, il est allé voir le marché, il est allé voir qu'est-ce qui s'est passé, il est allé voir la communauté à l'intérieur de l'entreprise. Puis il s'est fait dire, oui, mais on participe à rien, on n'est pas nulle part. Et c'est là qu'il est parti, puis qu'il a dit, on va aller commanditer Fierté Toronto. Donc, Puis c'est quand la première entreprise. avoir mis privée son à logo en 2005. En plus, une Mais entreprise, là- bancaire. Ouais, c'est Là, c'est ça a c'est un vraiment... clash. Mais là, les clients qui sont pro-vie, Ça a fait les un clients clash. qui sont homophobes ou qui ont des églises, ça, qu'est-ce que tu penses qu'ils ont fait? Ouais, c'est sûr. Ils ont tout retiré leur argent, mais beaucoup d'argent. À un point où tout le monde est venu comme « Wow, attends une minute ». Puis là, toutes les autres banques étaient là à dire « On va leur regarder se péter ils ont la vu ça gueule du là, jour au d'aplomb. lendemain. là, tu sais. Et les gens prenaient l'argent puis ils s'en allaient aux autres banques avec cet argent-là. Puis les autres banques, ils ont toutes pris l'argent. Ça a pris beaucoup de courage. À ce moment-là, c'était Ed Clark qui était à la tête de TD. Et ça fait 14 ans qu'il commandite les fiertés. Il n'a jamais arrêté, même après ce qui s'est passé. Wow. Ils n'ont jamais arrêté. Ils ont dit c'est pas négociable. Alors, quelque part, si on pas arrêté, c'est parce qu'ils voyaient à long terme la valeur. Mais là, ça fait 14 ans qu'ils commanditent, mais ça, c'est même, il dit, c'est la gay bank. Alors, en quelque part, ça a payé. C'est sûr que les autres veulent être à la même place aujourd'hui. Dans le temps, hey, t'es pas là du tout. C'est ça qu'il faut aller voir. Parce qu'en même temps qu'ils ont fait ça, là, ils ont engagé mon patron. Et là, finalement, en 2014, ils ont formé le développement d'affaires LGBTQ. Fait que pour qu'une entreprise soit authentique, il faut justement que, selon vous, elle puisse dédier des postes temps plein dans la lutte contre la discrimination, par exemple. Pas juste C'est un s'afficher investissement. à long terme. Mais là, on est 7 avec Ah, des wow. salaires à travers le Canada. C'est un investissement majeur qu'ils ont fait parce qu'ils y croient. Alors, tu sais, ça parle, ça aide les employés de nous voir. Tu sais, je veux dire, quand on est à Fierté Montréal, tu sais, c'est tout aidé, tout ça. Les employés ont fait un cocktail avec eux, sont fiers, là. Ils sont heureux. Des fois, on reproche justement le concept de washing, comment cette entreprise-là va donner de l'argent, mais au final, elle fait rien. Mais est-ce que vous pensez que On doit quand même l'argent... l'accepter. Oui, c'est ça. Est-ce que, mettons, les C'est comme les OBNL, ONG, mettons, ils doivent ouais. accepter l'argent de tout le monde ou ils doivent faire un tri? Ils devraient faire un tri. Tu peux pas Ouais. prendre... Je pense qu'il faut que tu fasses attention de qui tu prends ton argent. Ouais, pour être sûr. Ça va dans les deux sens, comme il y a même un programme qui est par rapport à tous les fournisseurs. C'est qui les fournisseurs qu'on va prendre? Est-ce qu'on prend des fournisseurs inclusifs? Tu sais, on est là à avoir des polices, à avoir un regroupement d'employés, à avoir des emplois, bien, il faut que les fournisseurs aussi. Alors, ça va dans les deux sens, là. C'est moi, d'être cohérent du début à la fin, Ouais. même Exact. dans l'argent qu'on reçoit, mm, pour pas que ça soit juste que cette entreprise-là Soit juste fasse d'image. ça. Oui, c'est ça, comme Ouais. une façade. puis ça arrive. Ouais, Ah, ouais, c'est c'est sûr. pour ça, sinon on c'est n'en difficile, parlerait pas. ouais. Hein. Ouais. Alors, c'est sûr que ça arrive. Puis je pense que justement, l'idée d'avoir créé des emplois, c'était la façon aussi à t'aider de dire, regardez, nous, on fait pas juste commanditer la fierté, on fait pas juste ça. On a même des gens qu'on paye, on donne un salaire dans l'entreprise. Pour moi, c'était comme une façon d'être encore plus éco-responsable. là. Tu sais, la fameuse étampe, là. Ouais. Mais moi, je donne ma carte d'affaires. Les entreprises, par exemple, qui sont à plus petite échelle, qui ne pourraient pas se permettre d'ouvrir un poste dédié à ça, comment ils pourraient faire pour rester authentiques? Mais s'assurer justement que leurs employés ont une façon d'avoir un regroupement ou de s'investir, Ok. puis que s'ils veulent faire des rencontres, s'ils veulent participer dans des avec un organisme. Souvent, moi, quand on vient me chercher, tu sais, comme on va prendre Fasken Martineau, c'est pas énorme au Québec comparé à d'autres endroits, mais eux autres aussi voulaient leur regroupement d'employés, eux autres aussi ils veulent prendre leur place. Alors moi, je suis allée les aider, ils ont parti leur regroupement, souvent avec des alliés, parce qu'au début, il y a moins de monde, mais après, on dit, ben nous autres, on veut s'investir. Ben moi, je leur ai parlé de différents organismes qu'il y a, puis ils ont choisi la Fondation Émergence. C'est comme ça qu'ils vont s'investir. Alors, ils sont peut-être un groupe de 5. Mais même aller chercher une personne ressource aussi qui peut en parler aux employés. Ouais. Ça aussi, ça peut être Des bon moyen. présentations. Ouais. Maintenant, il y a même des cours avec des authentifications. Il faut leur parler du sujet. Il ne faut pas assumer que parce qu'on est une petite entreprise que c'est correct ou qu'on est Exact. une grosse entreprise que c'est correct. Il faut en parler de ça, Ouais. de l'inclusion. Parce que, tu sais, la différence, c'est la force.
Puis c'est ça qu'il faut montrer aux gens au travail. Comment tu fais dans une entreprise pour inclure tout le monde, pour que tout le monde soit à la même force, au même niveau, puis qu'ils se sentent autant respectés un que l'autre. C'est du travail, la gestion. C'est beaucoup de travail parce qu'il faut que tu sois attentif, il faut que tu prennes du temps avec tes employés, il faut que tu sois innovateur, il faut que tu sois créatif à trouver des présentations. Il ne faut pas que tu assumes que tout est réglé parce que toi, tu penses que tout est réglé. Il faut que tu sondes ton monde, il faut que tu le vois, ton monde. Ce sont des êtres vivants. Et c'est très important, moi, je trouve. Mais c'est drôle ce que vous dites parce que je trouve que ça s'applique tellement à n'importe quel manager ou dirigeant. Des fois, les gens ont comme des idées préconçues, mais il faut que tu écoutes tes employés pour savoir vraiment c'est quoi le pouls de ton équipe pour après prendre des décisions éclairées. Tu sais, ça s'applique tellement à tout le monde, je trouve, votre conseil. C'est parce que toi, en tant que gestionnaire, tu es comme un capitaine de bateau. Tu n'es pas tout seul. Toute ton équipe, c'est ça qui va faire que tu vas réussir. Puis être authentique, là, c'est aussi. C'est la même chose. Je parle pas juste d'être authentique par rapport à ton orientation sexuelle. Authentique en tant que personne, te montrer humain. Puis si tu fais ça, hey, le monde, ils vont te suivre, là, tu vas faire « wow, tout le monde est en arrière de toi ». Comment, justement, les futurs gestionnaires, ils peuvent améliorer comme leur gestion de la diversité puis leur inclusion si, mettons, leur organisme ne va pas les former là-dessus? Au niveau de la culture d'entreprise, en fait. Je sais pas si vous avez Mais c'est ça qui est très difficile. Mais en même temps, moi, je pense que tu peux pas évoluer nulle part si tu n'as pas des gens qui vont venir confronter ces choses-là. Qui vont venir justement dire, tu sais, on devrait, puis j'ai été voir à telle, supposons on parle d'une université, j'ai été voir à telle université, puis eux autres le font, puis ça leur a donné ça. Puis tu amènes ton business case. C'est comme n'importe quel projet que tu veux amener puis que tu veux te battre pour. Si tu y crois, tu vas être capable de convaincre les gens autour de toi. C'est sûr que si tu commences à travailler dans cette entreprise-là, puis c'est déjà comme ça, il faut tout de suite que tu te mettes dans la tête que c'est peut-être ça que tu vas avoir à faire, que c'est pas déjà là. Si tu prends une personne qui ne croit pas à la haute direction, puis ça passera pas. Ouais. Okay. Ça prend une personne. Alors, comment tu fais pour changer cette personne-là? Alors, ça te prend justement des gens qui vont rentrer puis qui vont dire « Hey, attends une minute, là, non, ça marche pas », puis ils vont le confronter. Mais... Fait que ça part vraiment d'une volonté personnelle. Puis et on en revient à la négociation encore. Ouais, au c'est pouvoir ça. de négociation puis d'influence individuelle. Bien, c'est tout le temps, tu sais, quand quelqu'un tu dis, ben amène-moi ton business case. C'est pourquoi je devrais faire ça. Bien, justement, parce que, justement, tu vas avoir des gens authentiques, productifs, nanana, puis s'ils sont dans le placard, c'est ça que ça va donner. Puis les équipes, là, on regarde aussi l'absentéisme, puis tu regardes combien tu as de monde qui sont en dépression, puis tout ça. Puis tu vas les avoir. Tu as des impacts par rapport à ne pas être inclusif. Tu en as des impacts, sinon on n'en parlerait pas. Ouais. Bon, alors là, tu fais sortir justement toutes ces choses-là, puis tu essaies de justement convaincre. Et souvent, les ressources humaines sont à côté de la haute direction parce qu'ils travaillent ensemble. Alors, c'est de convaincre les ressources humaines puis de travailler avec eux. Puis les gens vont souvent, tu sais, j'en ai connu qui vont me dire « Ah oui, mais ils veulent rien faire » ou c'est comme ça, là. Tu sais, tu peux juste aller de même puis il n'y a rien qui va s'ouvrir. Bien, change de compagnie. Ouais. Tu sais, en quelque part, il y a une limite. C'est ce qu'on peut faire. Tu sais, et c'est à leur perte. Parce que si on continue à les accepter, en quelque part, personne ne va changer. Alors, si tu vois qu'il n'y a rien qui va changer puis que c'est pas toi qui va le faire changer, pense à toi. Va-t'en ailleurs, va travailler ailleurs, puis c'est eux qui perdent à la fin de la journée, là. C'est drôle, la diversité, ça devient presque un avantage concurrentiel un peu, que si on ne s'adapte pas à ça, si on n'est pas inclusif, au final, les gens ils vont perdre parce que rester là, c'est comme accepter qu'on participe à ça. Bien, c'est parce que si tu te retrouves à des tables rondes ou des panneaux, comme là, moi, je m'en vais présenter pour les ressources humaines là, avec Radio-Canada, c'est une journée sur la diversité, tout ça. Puis je présente justement là. En quelque part, ceux qui sont pas là, ils font pas parler d'eux. Tu sais, c'est tout le temps ça à la fin de la journée. Là. Si t'es pas là, il n'y a personne qui va te connaître, il n'y a personne qui va connaître ta compagnie, il n'y a personne qui va vouloir aller travailler avec toi. Mais justement, il faut vérifier ces affaires-là. Tu sais, c'est pour ça, tu sais, L'Oréal, comme je vous dis, tout le monde va penser que L'Oréal, c'est super inclusif. Mais est-ce qu'ils ont un regroupement LGBT? Non. Est-ce qu'ils font partie d'un groupe Out and Equal ou Fier-toi? Non.
Tu sais, je vais vous donner d'autres exemples. L'UQAM, elle n'est pas membre de Fierté au travail, mais elle a une chaire. Ça n'a pas de sens. Le gouvernement du Québec n'a pas de regroupement LGBT, mais a un bureau de lutte à l'homophobie. Le gouvernement du Canada n'a pas de regroupement LGBT, mais a un secrétariat LGBTQ. Avant, dans les universités, c'est comme ça que j'ai vendu à l'Université de Montréal, il y a des regroupements d'étudiants. Ouais. Puis là, les profs sont tout en arrière de ça. Ouais. Vous venez de où, vous? Avez-vous un regroupement LGBT? Ou vous faites encore le paternalisme, la maternalisme en disant aux étudiants, ah oui, c'est bon, vous devriez l'avoir, mais nous, on n'en a pas besoin parce qu'on est ailleurs. Où est-ce que vous êtes? Ouais. C'est une façon de... Oui, mais tous ces exemples-là, je pense que ça démontre justement que la conversation, elle n'a pas nécessairement, elle n'est pas acquise, puis qu'on doit parler de ces choses-là. Mm-hmm. C'est vraiment intéressant parce que c'est des discussions qu'on n'a pas justement, comme tu dis, qu'on prend pour acquises. Et un peu comme le féminisme, on pense que c'est résolu, puis c'est fini, on n'a plus besoin de se battre pour l'égalité des payes. Mais... Il y a quelqu'un, justement, il y a une dame de l'Université de Montréal, je l'aime beaucoup, c'est elle qui a la chaire sur la diversité. Puis elle disait, on est là à se battre à amener les femmes dans les métiers d'hommes, dans les choses plus masculines. Mais pourquoi qu'on fait pas le contraire, puis on n'amène pas le monde à être plus dans un milieu féminin, tu sais, avec des valeurs plus féminines? Tu sais, moins dogmatique, moins... ça, j'ai beaucoup aimé cette façon de penser-là. Ben, on en a beaucoup appris, en tout cas. Merci beaucoup. Ça va être bien bénéfique aussi aux gens qui nous écoutent. Vraiment, un beau point de vue différent, puis c'était vraiment super enrichissant. Vraiment. Tu venais travailler chez TD? Merci d'avoir écouté notre 3e podcast. Si vous souhaitez en apprendre plus, nous avons mis les liens des articles et des sujets abordés dans la description du podcast. Les sites web des organismes mentionnés sont également dans la description. À la prochaine!